Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'architecture des microcontrôleurs. Le plan de la présentation, on va discuter de l'architecture des groupes d'instructions. On va voir la différence entre RISC et CISC. Ensuite, on va voir l'architecture des microprocesseurs. Puis on va voir la différence entre Harvard et von Neumann. Au niveau de l'architecture des processeurs, ce qui va faire vraiment une différence, c'est au niveau de l'architecture de l'ensemble d'instructions. Donc, ce qu'on appelle le Instruction Set Architecture. Ça permet la communication entre le logiciel et le matériel. C'est un groupe de commandes spécial qui permet de faire des instructions dans le langage machine. Donc, c'est ce qu'on appelle les opcodes. Operation Code. Voici quelques exemples de commandes. On en a déjà vu quelques-unes en assembleur. Ça ressemble un peu à l'assembleur. Les commandes, ça peut être add, jump, load, store. Il y a deux types d'architecture qu'on va rencontrer. RISC et CISC. Donc, RISC et CISC, la seule différence, une lettre. Donc, au niveau de RISC, c'est pour Reduce Instruction Set Computing. Donc, petit jeu d'instructions. Et CISC, qui va être Complex Instruction Set Computing. Donc, Reduce puis Complex. On peut déjà voir vers où ça s'en va. Donc, dans le cas du CISC, c'est qu'il y a un très grand nombre d'instructions. Normalement, on va rencontrer l'architecture RISC dans les microcontrôleurs de petite taille, un peu comme la série AVR. Les CISC, c'est quelque chose qu'on va plus rencontrer dans les gros processeurs du type le i7 que vous avez peut-être dans votre ordinateur. Donc, si on fait la comparaison entre deux opérations pour les deux architectures, si on est en CISC, et qu'on veut faire la multiplication entre deux éléments, la commande, ça serait mult A et B, simplement. Ça ne veut pas dire que ça va s'exécuter plus vite ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est plus simple à écrire étant donné que l'opération, elle est disponible comme telle. Au niveau du risque, ça va être plus ventilé comme opération. On va voir plus d'étapes. On va loader, par exemple, dans le registre 24, la valeur de A, dans le registre 26, la valeur de B. On va faire la multiplication des deux registres parce que, naturellement, on peut juste appliquer cette opération-là, par exemple, entre deux registres de travail. Et finalement, on va récupérer le résultat et l'envoyer dans la variable A. Donc, des exemples de CISC qu'on connaît bien, les processeurs Intel x86, c'est des exemples de CISC. Des exemples connus de RISC, on a le PowerPC, donc les MacBooks des années 98 à 2005. Ce qu'on va retrouver aussi dans les iPhones ou les téléphones intelligents, donc les processeurs ARM, qui est l'équivalent aussi du Qualcomm ou du Snapdragon de Android. Sinon, les microcontrôleurs en général sont souvent d'architecture RISC. Un fait intéressant, c'est que Intel va utiliser l'approche RISC au niveau des pipelines pour obtenir de meilleures performances. On va maintenant faire une comparaison entre RISC et CISC. Donc ici, on commence par le groupe d'instructions. Ça, on le sait d'emblée, CISC, c'est un grand jeu d'instructions. RISC, c'est un petit jeu d'instructions. On va dire que CISC va reposer principalement sur le matériel, alors que RISC sur le logiciel. C'est la manière dont l'idée est faite, dans le sens que CISC, lui, va réaliser, par exemple, les multiplications de façon matérielle. Donc, on va avoir de quoi pour faire une multiplication vraiment réalisée au niveau du matériel directement. Alors que, par exemple, RISC, lui, va avoir une approche où ça va être plus le logiciel, donc plus d'instructions qui vont réussir à faire finalement cette opération-là. Au niveau du nombre de cycles par instruction, CISC, ça peut prendre plusieurs cycles pour une instruction, alors que RISC va avoir normalement un cycle par instruction. Au niveau des dimensions, c'est gros des CISC, alors que RISC, c'est souvent pour des architectures plus petites. Puis on le voit, là, la différence entre un i7 puis, par exemple, un petit AVR. Donc on voit tout de suite là, vers où ça s'en va. D'ailleurs, ici, on a deux exemples. Là. On peut retrouver là, les risques sur des très petits processeurs, un peu comme celui qu'on utilise avec le Arduino Micro,
est très petit, facile à intégrer dans un petit format, alors que le i7 que vous avez dans votre ordinateur, non seulement il est plus gros physiquement, mais en plus, il dissipe beaucoup de chaleur. Donc, justement, si on en vient à la consommation d'énergie, elle est très grande du côté des CISC, de la façon dont ils sont faits, alors que le RISC, c'est une architecture qui est actuellement adaptée à une petite consommation, donc c'est normalement celle qu'on va favoriser pour fonctionner sur des batteries. C'est pour ça qu'on la retrouve dans les téléphones portables. Au niveau de la vitesse, pour des tâches simples, normalement, CISC est un peu désavantagé parce que les tâches simples, c'est plus au niveau du risque qui va avoir un avantage. Mais dès qu'on a des tâches complexes, donc par exemple des grosses animations graphiques, ben là, c'est le CISC qui, lui, a un avantage, qui va être plus qualifié, qu'on dit, alors que on repassera pour animer du graphique avec un AVR, par exemple. Parce que non seulement il n'y a pas la puissance, mais en plus, il n'y a pas les instructions pour rendre ça possible ou en tout cas facilement. Bon, pourquoi on a fait deux architectures? Bon, on le voit, là, c'est sûr qu'éventuellement, ils ont évolué les architectures pour se spécialiser puis nous offrir deux solutions différentes, donc ils sont demeurés. Mais à l'origine, les programmes CISC ont l'avantage d'être plus courts parce qu'ils ont besoin de moins d'instructions qui sont nécessaires pour exécuter le même nombre d'opérations, le même type d'opération. Donc, on l'a vu là, sur le multiplier, par exemple, ça prendrait une seule ligne d'instruction, alors que pour le faire avec le risque, avec en tout cas, les commandes que nous, on s'est fait offrir pour le risque, ça prenait plusieurs lignes d'instruction. Donc, en bout de ligne, pour le même résultat, CISC obtenait des programmes plus courts, donc qui vont demander moins d'espace en mémoire. Puis à une certaine époque, la mémoire, c'était très dispendieux. Donc ici, je vous ai mis un exemple de ce que valait une baguette de 256 kilooctets en 82. Ça valait 880 dollars US. Donc, puis là, c'était des chip dip comme ça qu'on intégrait sur notre ordinateur. Naturellement, c'était même pas proche de ressembler aux performances qu'on obtient aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on peut obtenir 16 gigaoctets pour 59 dollars US. Donc on voit là l'évolution. Naturellement, c'est sûr que les quantités ont augmenté, mais au niveau de l'impact financier, là, 16 gigs aujourd'hui, c'est une bonne quantité de mémoire pour un ordinateur. Alors, puis à l'époque, 250 kilooctets, c'était pas nécessairement beaucoup. OK, c'était correct, c'était bien. C'était pas non plus le maximum qu'on retrouvait dans les ordinateurs, mais pourtant c'était 880 dollars US, là, pratiquement au moins 1000 dollars canadiens. Il y a aussi un autre avantage, étant donné que CISC va être plus près du matériel, donc il va utiliser du matériel spécialisé, là, le matériel va être développé pour faire les opérations complexes, comme les multiplications par exemple. L'exécution des opérations qui vont être complexes, comme qui vont être nécessaires par exemple pour de l'animation graphique, vont être plus rapides. Au niveau de l'architecture des microprocesseurs, ça, il y a deux architectures qui sont principalement utilisées. On a la première architecture dans laquelle on a le processeur et la mémoire. Mais on a une seule mémoire qui regroupe et le programme et les données à la même place. Donc ça, c'est l'architecture von Neumann. La deuxième architecture qu'on rencontre, c'est peut-être plus celle qu'on utilise en ce moment là, avec, par exemple, notre AVR, où on a notre processeur, on a une mémoire dans laquelle est sauvegardé le programme, donc dans notre cas, nous, c'est de la flash, et d'un autre côté, on a les données, donc pendant l'exécution, nous, ça s'en va dans la SRAM. Donc, il y a une mémoire pour les données, une mémoire pour le programme. Ça, c'est l'architecture ARM. Bon, l'architecture de von Neumann, ça a été élaboré par le mathématicien John von Neumann. C'est quand même assez facile de se rappeler son nom, étant donné le nom de l'architecture, en 1945. Bon, la particularité, comme on a dit, le stockage des données et du programme va être dans la même mémoire. Le processeur va avoir besoin de deux cycles pour compléter une instruction. Premier cycle va aller lire et décoder l'instruction. Deuxième cycle, il va aller chercher les données en mémoire. Donc, il ne peut pas faire les deux en même temps, étant donné qu'il y a un bus de communication vers la mémoire. Donc, cette architecture-là ne va pas permettre le pipeline des instructions, étant donné justement qu'il doit aller les chercher, après ça, aller chercher la mémoire
qui est associé, donc les données qui sont associées à cette instruction-là. Donc, il ne peut pas mettre en cascade, préparer l'exécution dans les pipelines. Les pipelines, ben, c'est une particularité qu'on va avoir dans l'architecture de Harvard. Bon, au niveau de l'architecture d'Harvard, elle a le processeur qui peut communiquer en même temps par la mémoire et le programme. Donc, ça a été mis en pratique à Harvard en 1944, donc un petit peu avant von Neumann. Ça a été conçu et construit chez IBM. Donc, dans celui-là, on l'a dit, la particularité, stockage des données du programme dans des mémoires séparées. Le processeur va donc pouvoir compléter une instruction en un cycle lorsqu'il utilise le pipeline. Donc, il va préparer les éléments, il va chercher puis placer déjà dans une suite d'exécution en espérant qu'il n'y ait pas de saut. Donc, c'est sûr que quand il y a des embranchements, le pipeline perd un peu de son utilité, mais quand on a un programme qui s'exécute un en arrière de l'autre, bien, lui, ça lui permet de rentrer les éléments déjà en ligne pour être exécutés. Donc, quand on a un saut, on perd l'avantage du pipeline, mais on n'a pas non plus que des sauts dans un programme. Non, majoritairement, on peut dire que c'est des opérations séquentielles. Puis là, on a un bon avantage avec l'architecture d'Harvard. Il y a aussi le fait que là, en ayant deux mémoires différentes, on peut aussi faire des variations. Donc, par exemple, dans certains cas, on le voit dans certaines architectures, on va aller mettre le programme dans une mémoire plus lente, donc moins coûteuse au niveau technologique souvent, puis on peut en charger une partie ou juste les données dans la mémoire RAM pour les données, donc qui est moins grande, on a une moins grande quantité de mémoire, mais sa rapidité et son coût fait en sorte qu'on est capable d'obtenir des performances vraiment plus intéressantes. Donc, le pipeline, ça charge l'instruction d'avance, puis ça la décode. Ça charge aussi les données, donc comme je disais, ça les prépare pour être exécutées après ça, une après l'autre. La profondeur des pipelines va varier d'un processeur à l'autre. Puis ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu quand vous magasiniez des processeurs. Donc, ça vous dit qu'il y a un pipeline de temps de profondeur. C'est justement à ça que ça sert. C'est déjà tout. Donc, c'était juste une petite vue rapide des principales architectures qu'on peut rencontrer là, pour distinguer les variations. On n'a pas été très en détail. Ce n'était pas l'objectif de ce cours-là non plus, de toute façon. Nous, on voulait aller ailleurs avec le cours. Donc, aujourd'hui, on a vu l'architecture selon les groupes d'instruction, RISC et CISC. Finalement, on a vu les architectures d'un microprocesseur, Harvard et von Neumann.